Ça y est, Macron, le grand stratège, a renommé Sébastien Lecornu Premier ministre 5 jours après sa démission. Démission elle-même consécutive à un gouvernement de 14 heures. C'est assez inventif, ça. Autant dire qu'on part sur de bonnes bases. Alors que ses soutiens d'hier lui tournent le dos, Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Macron s'accroche au pouvoir comme une moule sur son rocher. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Toute la semaine dans son sillage, la caste des médiocres et des parasites ont cherché à tout prix à éviter la dissolution pour continuer à s'engraisser sur le dos de la bête, vous. J'ai jamais vu un tel ramassis de plots, qu'est-ce qui arrange rien, con comme des balais. Tandis que la France s'enfonce dans les abysses d'une dette de bientôt 4000 milliards d'euros, il est soudainement question d'annuler la réforme des retraites jadis indispensable pour ne pas s'attirer les foudres des socialistes. Chez prix bas, les prix sont bas. Cette comédie de palais entre faux ennemis, à se négocier le pouvoir, s'est déroulée bien à l'abri des deux partis politiques qui représentent pourtant à eux seuls 60% des voix des Français. Je censure tout. Comment cette farce peut-elle encore tenir ? Y aura-t-il dissolution avant la Toussaint ? À ce rythme, y aura-t-il un Premier ministre communiste avant Noël ? Je peux avoir d'autres idées, et là, je vous garantis que vous serez dans la partie, mais basse de la fourchette. Et faut-il commencer à stocker du petit bois ? C'est de toutes ces questions dont nous allons parler avec Louis-Marie dans un numéro improvisé de Jamais trop pas assez, spécial gouvernement biscornu. C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonsoir Louis-Marie. Bonjour Seb, bonjour à toutes et toutes. Comment allez-vous ? Comment vas-tu ? Eh bien écoute, mis à part les petits problèmes techniques qu'on a eu là pour lancer cette émission, tout va bien. Alors on fait un jamais trop pas assez spécial gouvernement biscornu. On le fait toujours dans les conditions du quasi-direct, puisqu'on n'a pas de studio d'enregistrement cette semaine. Donc on a vécu une semaine folle, Louis-Marie, on peut le dire. Ah bah, on en est même à des sujets philosophiques. Un Premier ministre démissionnaire peut-il recruter un ministre parce que je ne sais plus où il en est. Lecornu, c'est le ministre, tu sais, de Schrödinger. Il a 50% de chance d'être ministre et 50% de chance de ne plus l'être. Il est là et il n'est pas là. Il est là, il n'est plus là. Je suis là, je ne suis pas là. C'est le ministre, il repassera par là. Donc, alors, moi j'ai remarqué que, j'ai vu ça sur les réseaux, que Sébastien Lecornu était donc l'anagramme de On t'enculera, bise. Bien, c'est tout un programme. C'est tout un programme, sachant qu'il est donc le Premier ministre de Macron, qui est l'anagramme de monarque. Donc voilà, tout y est. Tout est bien, tout est logique. Louis XVI, Marie-Antoinette, je pense, il y a des bastilles qui sont à prendre. Alors, on va peut-être faire une petite recontextualisation des événements de la semaine, parce qu'il s'est passé 5 jours depuis notre dernière émission. Notre dernière émission qui était dimanche dernier, où on se disait il ne se passera rien. Et le dimanche soir, on s'est dit, mince, on a un gouvernement. Et dont la nouvelle était que Nono, le petit robot, celui qui a mis l'économie russe à genoux, qu'il était de retour aux armées. Le renflement brun était de retour aux armées. Ça, c'était dimanche soir. Lundi matin, patatras. Patatras, 14 heures plus tard, le gouvernement le plus éphémère de la Ve République avait disparu. En fait, je crois que c'est Bruno Le Maire qui a réussi à mettre l'économie française à genoux et son gouvernement en 14 heures. Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rentré là, à partir de ce jour-là, dans une séquence un peu dingo, mardi et mercredi, où Macron a mandaté Lecornu, bien que n'étant plus Premier ministre, lui a donné 48 heures, une mission de la dernière chance, pour essayer pour former un gouvernement. Former un gouvernement à l'arrache. Et là, on a enclenché la seconde dans le Porte-Nawak. Alors, on a eu dans l'ordre le retour des socialistes et des Verts, avec Marine Tondelier, qui se voyait déjà Première ministre. Ces gens-là représentent tous groupés, 4% des électeurs. Donc, on a eu, après ça, Elisabeth Borne qui a appelé à la suspension de la réforme des retraites en échange de la non-censure des socialistes pour le budget. Et bon, on a eu donc 48 heures folles mardi et mercredi qui ont amené... je passe sur les chassés-croisés et les mots doux entre LR, macronistes entre eux, Édouard Philippe qui claque la porte, Gabriel Attal qui appelle à la démission, enfin bon, voilà. Mercredi soir, on était censé avoir une réponse à nos interrogations dans
dans le 20h de Léa Salamé, que toi et moi avons regardé pour la première fois, je crois. Et c'est un fait notable. Je ne regarde plus la télé depuis des années et des années, et France 2 encore moins. Et là, j'ai revu France 2, j'ai entendu la voix cassée de Léa Salamé. Je sais pas dans quel karaoké elle avait passé la nuit précédente. Mais oui, donc on a écouté et j'ai entendu Le Cornu qui 15 soirs répétait « Je suis démissionnaire ». Voilà, et en fermant la porte à tout, retour à Matignon. Cette interview, moi j'ai trouvé particulièrement catastrophique, mais visiblement elle a plu aux gens, parce que beaucoup de Français ont été comme toi, ont allumé le poste ce soir-là, parce que donc, le journal de Léa Salamé a battu son record d'audience, même battu celui de TF1. Et du coup, il y a une sorte de fan, de fan attitude envers Le Cornu après cette prestation que j'ai trouvée pour ma part très très moyenne et assez molle. Mais d'un seul coup, il est devenu génial. C'est-à-dire que dans le même temps où tu as eu les soutiens de Macron, les éditocrates et les politiques qui tournaient le dos au président, dans le même temps, ces journalistes-là qui avaient contribué au succès de Macron se sont mis à chanter les louanges de Le Cornu. C'est-à-dire que comme si quelque part, en fait, il y avait vraiment dans leur ADN, lécher des culs, c'était dans leur ADN, en fait. Donc ça, c'était amusant à voir. Le côté moine soldat de Le Cornu, quelque chose comme « je n'ai pas d'ambition, je suis là ». Tu sais à qui ça me fait penser? À Philippe Pétain. « Je fais don de mon corps à la France ». Je pense que Le Cornu, il a réveillé le pétainisme qui est en nous. Malheureusement, comme le disait un jour un élève de 3e, Pétain le bref. Il a été extrêmement bref, notre ami Le Cornu. Juste une précision, Attal a tourné le dos il n'a pas appelé à la démission, il a tourné le dos à Macron, et Édouard Philippe a appelé à des présidentielles anticipées. Oui. D'une manière ou d'une autre, il a dit « dégage, débrouille-toi, on ne veut pas savoir comment, on aimerait pouvoir ». En fait, lui, il aimerait pouvoir, il est déjà à fond, il voudrait se barrer du Havre, je crois qu'il en a marre du béton armé. Oui, alors mercredi, on en était là. La mission de 48 heures pour former un gouvernement par un Premier ministre démissionnaire, c'est quelque chose d'assez inédit dans la 5e, qui pourtant a été prévu pour qu'il n'y ait rien d'inédit. Et puis, alors là, vendredi, on était toi et moi dans les starting blocks à s'échanger des SMS et des messages en se disant, en faisant des paris, s'il n'y a rien avant 20h, et vu qu'il y a un match de foot, s'il n'y a rien avant 20h, c'est qu'il n'y aura rien après, c'est dimanche, c'est la dissolution, et 22h, patatras, Macron par la petite porte à 22h, alors que tout le monde était en train de lâcher l'affaire. Il a renommé Le Cornu. Il l'a reconduit, d'où maintenant, on va dire, le gouvernement biscornu. Alors, voilà. T'as oublié. Alors, entre vendredi et mercredi, il y a quand même une séquence de 2 jours, et notamment la journée de vendredi qui a été assez dingue pour l'avoir suivi en direct, où tu as eu de nouveau une sorte de coalition PS, enfin que j'appelle la coalition des losers, en fait, une sorte de tractation interne dont il ne fuitait rien entre PS, Verts, LR et macronistes, pour se partager, en fait, on va dire, une sorte de gouvernement, sachant que tout ce beau monde ne veut absolument pas de dissolution. Parce que ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que ont été écartés du débat de ce gouvernement de la dernière chance le RN et LFI, qui, à eux deux, font plus de la moitié des électeurs. Voilà. Donc, les deux premiers partis de France ont été écartés de l'idée de gouverner la France. Donc c'est un exemple quand même de démocratie extrêmement... Enfin, je crois, tu sais, l'argument de si t'aimes pas ça, va voir la Corée du Nord. Je crois que la Corée du Nord, ils sont en train de bien se marrer, quoi. Il n'y a que 2 partis qui se présentent. Il y en a un qui gagne à tous les coups. Là, c'est un peu la même chose. Il y a 2 partis les 2 premiers partis de France sont exclus de toute idée de négociation. Mais oui, le PS a été à la soupe, a été léché des culs aussi vite que possible pour en sortir en disant merde, parce que ce qui semble se dessiner, enfin ce qui semble s'être dessiné, parce que rien n'est fini, c'est que le PS s'engagerait à ne pas censurer le gouvernement, et d'après tous les simulateurs, c'est leurs 20 votes qui peuvent faire basculer le truc, en échange d'une, entre guillemets, suspension de la réforme des retraites. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est une arnaque monumentale que le PS nous propose. C'est une enfilade de première. On ne peut pas suspendre une loi
étant donné que les décrets d'application ont été promulgués, étant donné que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Donc, à moins que le Conseil constitutionnel dise non, mais excusez-nous, on s'est trompé, à moins, étant donné qu'il faudra un gouvernement là qui devrait voter une nouvelle loi, enfin une Assemblée nationale qui voterait une nouvelle loi. Donc il faudrait recommencer. Donc il est absolument pas possible de suspendre. T'imagines qu'en plus la suspension va entraîner des effets secondaires, parce que là il y a des gens qui sont déjà concernés par cette réforme, qui peuvent donc légitimement se retourner et saisir le Conseil constitutionnel en disant mais on s'est fait enfler, tu vois, ça se joue à 2 ans quoi. Ceux qui sont rentrés dans la réforme et ses effets. Et donc, en fait, la suspension est quelque chose d'absolument, techniquement, est quelque chose de pas possible. Mais ils nous la vendent comme si c'était, tu sais, hop, je suspends. Oui, non, on dirait une chanson de Philippe Catherine, quoi. Et je remonte le son. En plus, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, parce que c'est comme si, il faut se souvenir quand même de cette réforme des retraites, ça a duré, je sais pas, le combat a duré 4-5 mois. Il y a eu des manifestations, parce que ça avait déjà été repoussé une fois à cause du Covid. Hein. Il avait tenté déjà de la passer en 2019. Oui, il y avait déjà Édouard Philippe qui était dessus. Hein. Voilà. Et donc c'est repassé c'était 2023. Hein, ouais, c'est ça, 2023. Il y a eu des manifestations monstres, hein, il y a eu des tirs, une fois de plus, il y a eu des blessés, et puis surtout, il faut se souvenir que c'était une réforme qui était indispensable, sinon tout allait s'écrouler, machin. Et là, d'un seul coup, avant même que les socialistes ouvrent leur bouche, déjà, on parle déjà de suspension. C'est pas si grave que ça. Alors, c'est donc vraiment, on se fout de la gueule du monde, en fait. Pourquoi il y a eu 4 mois de blocus en 2023 ? Oui, 4 mois de blocus. Tu te souviens que la RATP et la SNCF avaient mis en place un système de grève tournante pour pouvoir faire durer. Donc, Paris était complètement... Enfin, j'ai jamais autant marché de ma vie à ce moment-là. Et il y a une autre chose à signaler, c'est que les bénéfices financiers de la réforme des retraites ont été immédiatement dilapidés l'année dernière par la réindexation des pensions. Oui. Hein, on a augmenté les pensions de retraite pour les réindexer sur l'inflation. Donc, en fait, on a balancé en un mois ce qui a été obtenu après 4 mois de lutte et ce qui reste à payer pour les générations à venir pendant des années. D'ailleurs, là, au passage, je viens d'apprendre que ça allait être revalorisé encore de 1%, les pensions des retraités, là. Voilà. Ça veut dire qu'on va avoir une réforme des retraites dans l'année prochaine, quoi. On va nous remettre 2 ans de réforme des retraites. Non, mais ce qui est fascinant aussi, le truc, c'est ce double discours. Donc, ce qui devient une réforme qui était indispensable devient d'un seul coup dispensable, vraiment, clairement, c'est optionnel. Donc, suspendable. Et soi-disant pour sauver un budget. Donc, c'est-à-dire que c'est assez fou, parce que c'est comme si tu es dans une pièce remplie de gaz et tu craques une allumette en disant bon, ça va faire diversion, c'est bon, ça va passer. Parce que c'est ça. C'est comment tu veux. Parce que là, l'argument, c'est il faut absolument que le budget passe, parce que sinon, on va être mal noté par les agences de notation. Et l'Europe. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, le budget, il y a un mécanisme. Hein, le budget, s'il passe pas, on repart sur le budget de l'année précédente, et puis voilà, quoi. Mais l'histoire de la suspension de la réforme des retraites, pour moi, c'est. Je vais pas rentrer dans le débat pour, contre. Moi, mon avis sur les retraites, il est fait. Hein, j'en toucherai pas, et je pense que de toute façon, il faut arrêter de se regarder, de vivre dans le déni par rapport à cette question. C'est malheureusement fini, et ça va tomber sur notre génération. Et nos enfants. Et voilà, mais bon, voilà, maintenant, il faut regarder les choses en face, quoi. Donc, il faut arrêter de grappiller des 6 mois, des 1 an, des machins. On voit bien que ça sert d'argument et d'os à ronger pour tout le monde, pour faire des concessions, des compromis, des avancées. Voilà, on le voit, là, c'est la démonstration. Les agences de notation sanctionnent peut-être, on va dire, l'incertitude, l'instabilité politique liée au non-remboursement de la dette. Mais enfin, c'est pas en aggravant la dette, ce qui va fatalement, ce qui mécaniquement va arriver avec la suspension de la réforme des retraites. Ce n'est pas en aggravant la dette qu'on va améliorer la note. Bah oui, on remet 15 milliards dans les 3500 milliards qu'on a déjà. Oui, non, mais cette histoire de retraite, on en a déjà longuement parlé. Hein, c'est comment faut-il faire pour flatter les 18 millions d'électeurs que représentent les boomers et qui se sont, eux, votés des conditions de vie et des conditions de fin de travail extrêmement
confortables et qui se les ont votés sans vergogne sur le dos de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc ça, c'est fait, on le sait, on s'est fait enflé par les vieux. Je l'ai dit, pardon. Il y en a pas autour de moi, de toi. Non, c'est bon. Et maintenant, à aucun moment, évidemment, dans le budget, et ça on le voit bien, il est question de supprimer des dépenses, il est question de supprimer un comité Théodule, par exemple le commissariat au plan que Bayrou a dirigé en faisant aussi peu à ce bureau-là qu'il a fait à celui de Premier ministre. Donc, à aucun moment, il est question de... Allez, Delphine Ernotte, on en a parlé, combien touche-t-elle, et puis combien la France Télévisions dépense-t-elle, ça, à aucun moment, c'est... c'est tellement utile, c'est tellement utile à la propagande. Oui, c'est clair que c'est une machine propagandiste utile. Les gens qui sont au pouvoir sont tous issus du même moule, et dans ce moule, pour y rentrer, il faut faire preuve de conformisme. Donc, ils sont tous conformes, ils ont appris dans les livres. Là, bon, la réponse n'est pas dans le livre, alors ils continuent à faire ce qu'ils savent faire, augmenter des impôts. Jamais baisser les dépenses. Et donc toujours augmenter les impôts. Voilà, donc, ce qui explique le retour des socialistes, puisque c'est un peu eux, c'est leur ligne. Eux, ils savent le faire. Donc là, d'un seul coup, ils étaient irresponsables, voilà, et d'un seul coup, on les remet. Ce sont les idiots utiles de la farce, de la gigantesque farce, de la farandole des postes qui ne doivent pas, qui tournent entre eux, en fait. Parce que c'est ça, le fond de l'histoire, c'est que. C'est les chaises musicales. Voilà, personne ne veut lâcher ce putain de pouvoir. On critique Macron, mais je pense que t'as Macron. Alors c'est un cas. C'est un cas grave, mais on est d'accord. Mais en dessous, tu as toute cette caste de médiocres, d'incompétents, de gens qui ne vivent que au crochet des finances publiques. On le voit dans les mairies, dans les conseils, et encore, ça, c'est encore le sommet de l'iceberg. Comme j'ai expliqué une fois, il y a des agences d'État, il y a des strates d'administration, c'est plein de gens qui n'ont qu'une envie, c'est que ça ne bouge pas, en fait. Voilà. Et le problème le moment est tellement explosif, on va dire, électoralement, parce que là, je ne sais pas si tu as vu le dernier sondage sur l'estimation au premier tour s'il y avait une législative anticipée, le RN monte à 36-37. Ça veut dire que 40, ouais. Voilà, au premier tour. Ouais, donc même si je suis très sceptique sur le fait qu'il puisse concrétiser au second tour, pour les raisons que j'ai dit la dernière fois, je pense que le Front républicain, malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, marchera toujours. Mais en tout cas, personne n'a envie de se lancer dans une dissolution, ni même un départ. Non, mais tu disais, je tiens à signaler un compte sur Twitter qui est très bien, c'est Gabriel de Varenne. Ouais. Qui récupère, on lui signale des fois des dépenses d'élus. Alors, d'abord, c'est prévu par la loi de dénoncer un élu qui fraude et qui dépense. Donc, il faut pas penser que c'est du pétainisme de le faire. Donc, il le fait puisque c'est un acte citoyen. Et alors, il y a plein de dépenses. Les mecs se payent, mais tranquille, n'importe quoi, avec l'argent des contribuables. Et moi, je reviens sur l'affaire de... Je me souviens, on en avait parlé dans un épisode, c'est ce maire à Reims, qui a envoyé 180 000 € à Brazzaville pour qu'il puisse refaire le rond-point, un truc du genre. Et après coup, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de tout ça? Tu te dis, mais comment se fait-il que, prenons un exemple, et je le pointe pas du doigt, mais prenons un exemple qu'un Mélenchon qui a fait sa carrière comme homme politique, donc payé par l'argent des contribuables, comment se fait-il qu'il puisse déclarer un budget, enfin un patrimoine personnel de plus d'1 million d'euros? Ça paye tellement bien. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais oui, bien sûr, pourquoi on envoie 180 000 € à Brazzaville? Pourquoi le maire envoie alors lui ou un autre? Pourquoi un maire X envoie-t-il Y euros dans un pays quelconque? Parce qu'il y a une partie qui lui revient en enveloppe. On met en place un système de rétrocommission pour palper, et donc le système c'est servons-nous sur la bête, servons-nous du public plutôt que de le servir. La soupe est bonne, et jusqu'au bout, tant qu'on les laissera faire, ils vont palper. Donc ensuite, pour revenir à notre... tu vois, ce qu'a dit Le Cornu dans son interview sur France 2, c'est une majorité de députés ne veulent pas la démission.
C'est exactement ce que tu viens de dire. Ah oui, On vient de dire pourquoi ils la veulent pas. Il y a d'un côté, ils ne veulent pas de démission, et de l'autre côté, si tu veux, ils sortent donc la carte joker, suspension de la réforme des retraites, parce qu'on sait que cette réforme est au moins Ça aussi... n'est pas possible. Cette réforme est aussi au moins impopulaire que ne l'est Macron aujourd'hui, donc en fait, ils jouent sur du velours, parce qu'en fait, tout le monde est pour la suspension de la réforme des retraites. Ça fait partie du déni. Et une fois de plus, on retombe sur la mécanique perverse du déni français, de la France Potemkin, qui est un peu le moteur de notre émission. C'est qu'on a à la fois, si on a une classe politique corrompue qui se sert dans la caisse, qui s'échange des postes, qui est médiocre et tout, quelque part aussi, on a une large catégorie de la population qui entretient ça, qui n'a pas non plus envie que ça bouge. Macron a été élu 2 fois. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que malheureusement, c'est un peu, c'est pas facile à entendre, mais on fait partie de cette médiocrité. Cette médiocrité au pouvoir, c'est la conséquence directe de nos lâchetés, en fait. On a ce qu'on veut. C'est celles et ceux avec qui je discutais en 2017 et qui me disaient non mais Macron il est bien, il veut faire des réformes, il faut réformer le pays. Ah oui, mais... Quand en 2017 on me disait ça, alors que depuis 1980 on réforme le pays. C'est-à-dire que le pays, dans les années 80 et aujourd'hui, il a été réformé de fond en comble dans le but de le faire disparaître. Ça n'est plus qu'un terrain vague sans frontières. On a un système scolaire qui est à l'abandon, on a un système de santé qui est à l'abandon, on a une police, un système de sécurité qui est à l'abandon, on a des prisons qui sont à l'abandon, on a une armée qui est à l'abandon. Bref, nous n'avons plus le pays qu'on avait dans les années 80. Et après, on va dire, oui, non, mais il faut des réformes. Mais bonhomme, ça fait 50 ans qu'on les a, les réformes. Ça y est. Et là, on ne peut plus tellement réformer, à part le couper du continent et l'envoyer sur les mers. Si, ce qu'on peut réformer, c'est l'éléphant au milieu de la pièce dont personne ne veut toucher, ne veut même considérer qu'il existe, c'est les dépenses publiques. Mais les vrais... alors pareil, on en a parlé une fois, quand on reprend les ARS, j'avais pris l'exemple des ARS, où ça déborde, c'est les agences régionales de santé qui sont... Il y a pléthore de salariés administratifs, de gens qui servent à rien. Alors que dans le même temps, sur le terrain, dans les hôpitaux, on manque de soignants, on manque d'infirmiers, on manque de médecins. Ça, ce qui se passe dans les hôpitaux, et ça, c'est pas un truc... c'est récent, c'était les agences régionales de santé, ça a quelques années. C'est un truc qui a été décidé récemment. Donc voilà, on prend... tous ces politiques ne vivent... on m'avait expliqué ça une fois. En fait, on est encore dans une philosophie en France politique de la dépense. C'est-à-dire que si un élu ne dépense pas, il est mal vu. Voilà. T'es mal vu si tu dépenses pas. Si t'exploses pas tes budgets. Oui. D'où les médiathèques, les centres culturels hors dimension dans des villes. Oui. Et comme en fait il n'y a pas de sanction puisqu'on s'endette, c'est pas grave. On est la France, on est État français, on a une garantie. On te dit toujours, c'est bon, on a des bâtiments, on a le patrimoine, on a la Tour Eiffel. Okay, Et puis on a l'épargne des Français. Oui, non, mais de toute façon, c'est vrai, mais sur le patrimoine, c'est vrai. C'est faux, parce que l'épargne, elle est pas dans le compte, elle est déjà placée, donc si tu l'enlèves là, tu vas l'enlever d'ailleurs. Non, mais je discutais, c'était Tancred qui récemment me disait, et que je salue au passage, dans la population active, seuls 40% des actifs sont des contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils donnent plus qu'ils ne reçoivent de l'État. 40%. C'est-à-dire que 60% des gens reçoivent plus qu'ils ne donnent à l'État. Donc on a 60% de personnes qui ont tout intérêt à ce que ce système-là, qu'un cas, se perpétue et continue parce qu'ils en vivent. C'est quand même pas mal l'URSS. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est soi-disant un pays ultra-libéral et tout. En fait, on n'est absolument pas libéral. Todd parle de capitalisme stato-financier. On a donc un État qui se sert. On a un État qui se sert bien d'ailleurs. Et donc voilà, la population française vit au crochet de la maman État. Ouais. Donc, tant qu'on en sera là, tant que l'État, c'est pour ça que l'État paye, sa survie en dépend. Combien de temps? Je tends à croire que ça ne va pas être très très long. D'une part parce que
Ouais. la France est plus très solvable, et puis même sur le marché de la dette, elle commence à avoir des concurrents Oui, autrement plus sérieux. ce qu'on avait dit la dernière fois. Oui, de toute façon, il y a un Voilà. moment. Déjà, on ne sait même pas à qui elle appartient cette dette. Hein. On sait pas Déjà, trop. On et sait qu'il pas est à qui. impossible d'avoir un audit de Ouais, la dette. c'est marrant. Il y a pas de à qui la dette française appartient. On ne le sait pas. Moi, je trouve ça Tu sais, dingue. tu poserais la question à un ministère, prenons celui de l'Éducation nationale, et tu poserais la question de combien avez-vous de profs en équivalent temps plein devant élèves, ils sont parfaitement incapables de te répondre à ça. Oui, c'est. À savoir que Tu vois combien, voilà. Donc, et par contre, ils seraient parfaitement capables de te créer une commission supplémentaire pour y répondre. pour tout faire Ça, pour ne pas ça, te ils répondre. savent faire. Pour Pour ne trouver pas des excuses répondre, pour ne pas répondre. pour répondre qu'ils ne peuvent pas répondre. Mais là, ils sont capables d'embaucher du monde, mais ils sont absolument incapables de savoir qui ils ont embauché, en fait. Tu vois, on est dans cette fuite en avant. Ouais, et de faire ne serait-ce que d'avoir un retour sur résultat ou tu vois, c'est ce qu'on fait n'importe, tu vois, ce qu'on fait en entreprise, quoi. C'est-à-dire, tu vois, un audit, un retour, une analyse des résultats. Non, il y a pas tout ça. Donc voilà, c'est assez fascinant. Donc c'est une semaine. Donc alors là, la semaine passée a été donc marquée par le retour des socialistes, on l'a dit dans le débat public, alors que ces mecs ne pèsent plus rien du tout, en tout cas électoralement, même s'ils ont Puis encore... retour, t'as vu la gueule qu'ils faisaient en sortant, Ouais, ils faisaient un retour. ils ont été fidèles à leur image, c'est-à-dire Macron a sifflé, ils ont rappliqué. Voilà. Et ils se sont fait traiter comme de la merde, et ils sont repartis la queue basse en disant ça ne passera pas comme ça. Voilà. Voilà. S'ils recommencent la semaine prochaine, ils vont revenir. Voilà. Donc voilà. Donc cette séquence-là, elle a été intéressante. Il y a alors on peut parler de la séquence, la séquence médiatique de Marine Le Pen que je trouve, qui a été un peu malgré elle, parce que je pense que c'est pas du tout un truc qu'ils avaient anticipé, comme personne d'entre nous, personne ne pouvait imaginer ça. Et finalement, ça tombait plutôt bien dans son agenda parce qu'elle était une foire agricole, je sais plus, dans le plus grand événement de l'agriculture après le salon de l'agriculture à Paris, en Auvergne. Et elle a fait une conférence de presse improvisée qui était assez réussie. Il faut avouer que dans les situations comme ça, elle est assez bonne en fait. Mais bon, là, elle jouait sur de velours. Hein, je veux dire, le spectacle est elle a annoncé, alors ça c'est assez important, un retournement complet du RN, c'est que maintenant ils censureront a priori. Ouais. Voilà, tout ce qui sort, ils censurent. LFI fera pareil, donc il ne va pas manquer grand-chose pour que le prochain gouvernement saute. Et alors le PS va essayer de ne pas censurer, puis, sauf qu'il y a les municipales qui arrivent et que si le PS s'écarte trop de la gauche, c'est-à-dire si le PS s'écarte trop de LFI, ils vont se retrouver avec des candidats LFI contre eux qui se retireront pas au deuxième tour. Et donc il y a un paquet de mairies qui risquent de, même pas d'aller PS LFI, qui risquent d'aller PS quelque part. Alors c'est ce qu'on n'a pas... Ouais. Vas-y, et on sait que l'EPS vit de ses élus locaux, financièrement parlant. C'est le nerf de la guerre. Alors oui, c'est moi ce qui m'a étonné. Pour tout te dire, c'est ce qui m'a étonné dans le fait qu'ils rappliquent comme ça pour faire partie du gouvernement. Parce que honnêtement, c'est d'une connerie. Celui qui fait partie de ce gouvernement, il y a les municipales derrière, comme tu as dit, et c'est vraiment... ça va être la sanction. Si le PS entre au gouvernement, ils vont le payer très cher aux municipales. Et les municipales, c'est paradoxalement encore des élections où ils font des bons scores, et puis surtout c'est du pognon, hein, c'est comme les élections européennes, c'est des bastions, c'est beaucoup d'argent. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer au gouvernement? Moi je l'ai pensé plus fin stratège par rapport à ça, parce que c'est vraiment, en termes d'image, c'est catastrophique, je pense, de rentrer au gouvernement. Oui, c'est purement suicidaire. Mais j'écoutais le live le dernier de Philippe Fabry, qui a des théories que je partageais pas d'autres, mais là il avait une théorie intéressante. Il dit il y a des portes qui se ferment en fait. Plus le temps passe et plus les portes se ferment. Et l'idée d'un PS au pouvoir est une porte qui est en train de se fermer. Oui, mais tu vois, c'est plus et plus. Oui. Et plus on se dirige vers les deux seules solutions qui restent, c'est dissolution, démission. Mais tu sais que le PS au pouvoir, on l'a en fait. Hein. Oui, alors on a une forme, de toute façon, on a une forme assez abâtardie de PS. C'est vrai que elle est où la différence? Macron a été élu grâce au PS et Macron vient du PS, même si mais le PS un PS dévoyé, mais qui est dévoyé depuis bien plus longtemps, bien avant lui. Mais
Un PS de Voyer, je crois que PS des Voyer, je pense que c'est un pléonasme. Oui, mais oui, depuis Tu vois, 50 ans. Mais je veux dire, bon, au départ, Mitterrand vient de droite. Hein. Oui, non, mais c'est évident, c'est un mort-vivant sous perfusion, on est d'accord. Mais voilà, je pense que les socialistes sont parfaitement solubles dans le macronisme, bien sûr. Oui, complètement. Voilà. Donc, Ils sont le crédit, ils seraient un éventuel crédit social. De toute façon, que ce soit eux qui mettent en avant cette hypothèse complètement loufoque de suspension de la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'ils se payent de mots. Hein. Ils sont en train de vendre un truc qu'ils ne peuvent pas acheter. En échange de quoi ils essayent de faire passer la pilule de leur présence au gouvernement. Bon, je pense qu'ils ont compris qu'ils sont tombés sur complètement barge. Et que peut-être qu'ils sont en train de comprendre qu'il vaut mieux être sur la rive que sur le Titanic, là. Je sais pas. Macron, je pense qu'ils y croyaient. Macron, dans l'état où il est, le bateau coule. Hein. Oui, mais ils y croyaient vraiment, là. Franchement, Olivier Faure, là, ils y croyaient. Je pense que dans leur grande stupidité... Ça me fascine parce qu'on touche vraiment. C'est comme... en fait, cette séquence, elle est très intéressante. Alors, pour le coup, c'est socialistes, LR, et même les macronistes. Les socialistes, on a vu vraiment... c'est les yeux briller. L'hypothèse de rentrer dans ce gouvernement, même sous Macron... on sentait qu'ils en avaient envie. Même pour une semaine. C'est ça qui est fou. C'est complètement fou. Et quitte à le payer au municipal derrière. C'est dingue. Je pense qu'ils ont dû se faire remonter les bretelles dans les sections locales quand même. Les LR, c'est un peu le même principe, honnêtement. Hein, c'est un peu pareil. Hein. D'ailleurs, on va attendre de voir ce que sera le gouvernement, mais c'est pas impossible qu'on ait des LR, alors, qui est pas de socialistes, mais qui est du Wauquiez, des gens comme ça. C'est très très possible. C'est pareil, putain, mais pourquoi les gars? Mais bon, et les macronistes, alors là, les macronistes, je sais pas si tu as vu passer, je t'avais envoyé la capture d'écran, là, des boucles Telegram des macronistes. Oui. C'est fascinant, c'est-à-dire que tu te dis, ces gens-là gèrent la France. Tu avais l'impression d'être, je sais pas, dans la gestion... Oui, mais fier d'être amateur. Hein. Comment? Ils gèrent la France, mais fier d'être amateur. Hein. Oui, non, mais c'est un truc de... Je sais pas, moi, j'ai connu des boucles de... Comme je disais sur Twitter, hein, j'ai connu des boucles d'organisation d'enterrement de vie de garçon qui étaient beaucoup plus professionnelles, quoi. Et beaucoup plus... non, mais vraiment, c'est un truc... Les mecs, on a... C'est ça, et la strippeuse, on la paye combien? On la paye comment? Non, mais c'est ça, les mecs sont complètement... C'est complètement barré avec des arguments je sais pas, d'ados. C'est vraiment... T'as l'impression de voir une bande d'ados à qui on a confié les clés du pays. Oui, non, mais c'est ça. Alors, j'ai quand même du live, là, des nouvelles. Le Monde nous apprend à l'instant que LR, UDI et PS refusent de participer au gouvernement Le Cornu. Ouais, donc bon, de toute façon, là, voilà. on est en train de faire une émission, là, on a déjà une demi-heure d'émission, tout ça, je pense que on va arrêter là, mais c'est pas pour rester. Non seulement on va arrêter là, mais le temps est très court, c'est-à-dire que, je pense que l'émission qu'on est en train d'enregistrer, dans 5 jours, elle sera complètement obsolète. Parce que on est en train de parler sur la qualité du papier peint sur une maison qui est construite sur un sable mouvant. Je veux dire, tout ça va s'effondrer. Je veux dire, il y aura dissolution. Je t'avais envoyé un message hier en disant, je vois pas comment ça peut finir autrement que par une dissolution, parce qu'il n'y a pas de solution en fait. Il y aura dissolution. Donc il y aura dissolution très certainement. La seule question c'est quand, et à mon avis ça va être, ça va être là dans le mois. Là. Je vois pas comment ça peut être autrement. Hein. On va refaire une troisième. On refera une troisième émission live pour suivre ça. Mais... Bon, là, on est en train, dans tous les cas, ça nous permet, nous, de tester les solutions techniques pour faire des émissions les plus légères et les plus rapides possibles. Donc, à toute chose, tout malheur, bonheur est bon. Tout malheur, l'idéal étant de passer un jour en live avec intervention des internautes, bien sûr. On va aller vers ça tranquillement, tout doucement, mais on prend du temps. On va tranquillement aller vers ça. En tous les cas, on est en train de on essuie les plâtres de solutions techniques innovantes. Nous sommes, d'une certaine manière, nous sommes une petite start-up. Nous sommes les enfants de Macron. Voilà, nous sommes une start-up. Oui, on peut le dire. On lui une petite pépinière de talent.
Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à cette situation complètement aberrante. J'avais juste ce que je t'avais dit un petit peu avant. Pendant que la France s'amuse, la croisière continue, à savoir que la Chine vient de sortir 2 petites bombes. La première, c'est qu'il sera plus aussi facile d'acheter des composants fabriqués à l'aide. Alors, donc, il va y avoir des restrictions sur les produits contenant des terres rares d'origine chinoise. Oui. Alors, dit comme ça, il y a déjà les États-Unis ont déjà un petit souci parce que leurs super aimants sont fabriqués avec des terres rares chinoises et la Chine a dit non, mais c'est fini. Ouais. Donc, ils se servent de ça. Et le deuxième, toujours les Chinois ont annoncé que la vente de fer se ferait plus en dollars. Donc ça, maintenant qu'on va acheter du fer en Chine, il va falloir payer en monnaie chinoise, en yuan. Voilà. C'est des petites infos comme ça qui semblent pas... Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, le monde continue. Ça veut dire surtout que les trucs sont en train de se rééquilibrer, mais à grande vitesse. Voilà. Je tenais juste à signaler ça. Tu disais, on est en train de disserter sur la couleur du papier peint d'une maison qui brûle. Au milieu d'un incendie de forêt. Cette histoire, là, on parle toujours de le mur du réel. Et là, je pense que cette semaine est la démonstration que il n'y a que le réel, le mur du réel qui peut faire évoluer les choses. Ce ne sont plus des gens qui vont faire évoluer la situation, ce sont des situations qui vont faire évoluer les gens. Et là, moi, ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça me rappelle beaucoup l'avant-Covid. Tu vois, le moment entre les premiers cas en Chine et le moment où ça arrivait en Europe, tu vois, où en France, on a eu un discours... C'est vrai que 3 jours avant le confinement, Macron était dehors. Oui, mais Macron était dehors, mais les Français étaient pareils. Le mot confinement n'était pas dans les discussions, alors que ça avait confiné juste à côté, en Italie. Voilà. Donc il y avait une sorte de oui, ça ne nous touchera pas, on est au-dessus de ça, c'est les autres, c'est pas nous. Et il se passe la même chose avec la situation économique et la dette française. C'est-à-dire que pendant, on te dit, il y a une dette, machin, ça monte, faut faire attention et tout. D'un seul coup, on n'en parle plus, il n'y a plus de dette. Là, personne n'en parle de la dette. On en a parlé pendant deux gouvernements, et puis là, d'un seul coup, au niveau de Lecornu et Macron, d'un seul coup, la dette a disparu du débat. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que ça va revenir par le réel et d'une force, à mon avis, aussi qui sera différente, mais je pense que ce sera assez équivalent quand même à ce qu'on a connu. J'appellerais ça, moi, c'est le syndrome Tchernobyl. Tu sais, le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière. Oui, je me souviens. On n'était pas concernés, nous, par Tchernobyl, parce que nous, on est en France. Ouais. Et je te dis, tant que les gens ils appuient sur leur bouton, le cash il sort à la machine à billets, tout va bien. Tant que le salaire tombe, tout va bien. Tant que la loc tombe, chacun à son échelle, en fait. Je veux dire, dans l'échelle de. Tant qu'il y a du RSA. Voilà, c'est-à-dire que donc en fait la machine tourne. Mais le problème c'est que la machine elle tourne sur du vent là. Tu vois, c'est un moteur qui tourne encore, mais qui fait de plus en plus de bruit. Oui, parce qu'il se dérègle. Voilà, et qui est au bord de la casse mécanique, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, ça va s'arrêter. Oui, c'est au bord de l'arrêt. C'est le train va s'arrêter. Hein. Donc voilà. Je pense que là, on sait pas où on va. On sait vraisemblablement où on va, mais on ne sait pas combien de temps. Donc on va avoir une semaine, je pense, trépidante. On va avoir encore les mêmes qui reprennent les mêmes postes. Je pense qu'Elisabeth Borne va revenir. Enfin, des choses comme ça. Ça va être complètement ridicule. Et dans une semaine, on recommence. 2 semaines peut-être. Enfin, ouais. Alors, maintenant, on peut juste faire des paris sur Polymarket, essayer de miser pour savoir qui va être nommé, combien de temps il va rester. Ça peut être sympa. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je trouve qu'on a fait un petit tour là à chaud, hein, parce que on n'a pas eu trop d'infos. On a fait un petit tour à chaud. Puis moi j'ai envie de dire l'automne, on a un bel automne, hein, il fait beau, donc sortez, prenez de l'air, allez voir vos voisins, allez voir les gens que vous aimez, et puis tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, la vie est belle. C'est beau ce que tu dis, Louis-Marie. Écoute, on se retrouve, donc c'était le JTPA numéro 19, jamais trop pas assez, émission improvisée en format va-va-voum, super condensé rapide. On se retrouve donc mercredi prochain, je n'ai plus le numéro du jour, mais bon bref,
bref, on se retrouve dans quelques jours dans le studio en format classique. Mercredi 15 au studio et on va parler cinéma, on va parler avec un invité qui s'y connaît aussi bien que toi, donc je vais compter les points, moi. Donc on va parler cinéma et je pense qu'on va beaucoup parler cinéma français surtout. Voilà. Alors là, je vais vraiment compter les points. Ouais, là, on va s'amuser. Là, ça va défourailler. On va s'amuser. Je pense que ça va être balle-trappe, en fait. Ouais. D'ici là, on vous remercie. On vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux, sur la page Facebook, sur la page YouTube. Vous abonner sur YouTube, hyper important. On en a vraiment besoin. Et les pouces, un max de pouces. Surtout les abonnements, un max d'abonnements pour l'instant. Là, on a besoin d'abonnements. Abonne-toi. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de vues, mais étonnamment, assez peu d'abonnements par rapport au nombre de vues. Parce que je trouve ça. Alors que les vues sont en augmentation. Bravo, vous les gens. Bravo les gens, merci à vous. On se retrouve donc mercredi. Prenez soin de vous. Mercredi 15, on parle cinéma. Voilà, et rappelez-vous, un point de vue n'est pas la vérité. À bientôt. Ciao, ciao.